À la remise de nos archives à l'Institut d'histoire sociale. Donc ça serait bien qu'on se regroupe sur de ce côté là où il y a les archives pour qu'à un moment donné on puisse écouter les intervenants. Voilà, je sais pas. Et pardon? Ah non, mais là-bas, on n'a pas la clé pour les salles là-bas. Et en plus, il n'y a pas les pour prendre les photos ou autre, il n'y a pas le. Voilà, on va pas non plus la salle là-bas. Bien, non pas par leur participation simplement, mais parce qu'à un moment donné, c'est eux qui ont contribué à ce que cette histoire elle puisse avoir lieu. Ils ont travaillé à Uginacier, où ils y sont venus pour des raisons ou d'autres. Donc je pense qu'ils ont concrètement travaillé, y compris à l'organisation syndicale telle qu'elle était, et y compris aux luttes sociales et la vie dans l'entreprise telle qu'elle s'est passée. Je crois que donc, en premier temps, c'est vous tous qu'il faut remercier, sinon ça ne pourrait pas avoir lieu. Et donc je crois que ça passe par les salariés, sinon il n'y a rien qui existe. Donc voilà, alors dans un premier temps, je voudrais d'abord excuser Alain Clary, qui avait souhaité être parmi nous, mais bon, qui s'est excusé, je crois qu'il a envoyé quelques mots, Alain Clary, Jean-Paul Boré aussi, qui est excusé, qui c'est qu'il y a encore, Gémine Arpierre, qui a été le dernier secrétaire du syndicat, du CE du Chénacier, le dernier secrétaire, qui n'a pas pu se déplacer, qui c'est que j'ai encore, je vais vous le dire, je vais l'avoir dans ma poche. Donc je crois que c'est à peu près tout. Alors, je voudrais quand même remercier de leur présence Yves Verdeil, qui est médecin généraliste et qui est là aujourd'hui et qui a longtemps suivi Uginacier dans le cadre de la mutuelle et des cartes d'atelier qu'on faisait pour améliorer les conditions de travail et tout. On avait même reçu un professeur dans le Cher de Rome qui était venu, y compris on était rentré dans l'entreprise, visiter les locaux, y compris avec notre regretté Maurice Bonnefoy à l'époque qui était au boulet là-bas. Donc voilà, je ne vais pas m'allonger plus. Donc je vais passer la parole d'abord pour commencer à Pierrot Massot qui va vous faire un peu l'historique de comment s'est créé le syndicat Ugine et tous les acquis qui ont fait qu'à un moment donné, les luttes ont amené dans l'entreprise. Voilà. Bon. Peut-être que sans micro, ça irait mieux, non? Ça vous résonne pas dans les oreilles? Non. Bon, tout d'abord, merci à tous ceux ici présents d'avoir répondu à notre invitation. Les nommer tous serait difficile. Certains, aujourd'hui comme hier, dans nos grandes luttes, nous honorent de leur présence. Merci aux camarades de l'Institut de l'histoire sociale du Gard, qui ont su, de par leur disponibilité, leur expérience, mettre en bon ordre l'ensemble de nos archives. Archives qui vont rejoindre le mouvement, la mémoire du mouvement ouvrier gardois. Merci donc aux camarades Van Hout, Hervieux, Balme, Laurent, Durand et Schwartz. Aujourd'hui, devant la somme colossale de documents, écrits, photos, films, livres, on peut dire que le bras des casseurs de four n'a pas pu tout casser. La trace restera de toutes ces luttes farouches, de cette opposition de chaque instant à la volonté patronale d'étouffer tout mouvement émancipateur. Cette résistance n'a pu être possible que grâce à un mouvement ouvrier fort, groupé au sein d'un syndicat puissant. Le syndicat ne peut s'imposer de l'extérieur, ne peut s'imposer parce que la loi l'autorise. Il s'impose lorsque le rapport des forces le permet, que les travailleurs en font leur arme de défense et leur arme de conquête. Uginacier ardoise, nom qui reste et qui désigne pour toute une région ce mastodonte qui vomissait une fumée noire et épaisse à chaque coulée. Usine d'où sortaient les meilleurs aciers du monde, d'où sortaient toutes les 8 heures, 24 heures sur 24, des centaines de salariés fatigués, mais heureux de retrouver l'air libre. Ugine qui faisait vivre toute une région. 1952, création de l'usine. 150 ouvriers au départ. Travail en poste. Les postés savent de quoi je parle. 3 équipes. Le dimanche, 2 postes de 12 heures pour que la 3e équipe puisse se reposer. Travail de galérien, pas de sécurité, pas de casque, pas de souliers adaptés, pas de gants, perçage des fours, piquage des poches au marteau-piqueur, cassage du métalleux à la masse.
tamisage du laitier à la pelle, pas de dépoussiérage, rien. Certains embauchés sont repartis le jour même sans réclamer leur dû. Oui, c'était cela au départ. C'est dans cette atmosphère que tout naturellement, l'idée de se défendre a fermenté. Pour être embauché, le passeport le meilleur était la recommandation du curé du village ou celle du maire bien pensant du coin. Puis la visite médicale. Primordial, être costaud et jeune. La plupart des embauchés venaient du secteur agricole, intéressant pour leur robustesse, mais aussi pour leur manque d'expérience à se regrouper pour résister à l'injustice, à la dureté du labeur. Un seul syndicat autorisé, la CFTC. Tout paraissait en bon ordre pour perdurer. Le directeur de l'époque, un ancien militaire reconverti, a eu dit « Tant que je serai là, pas de CGT ». C'est ce qui circulait, et bien sûr, dans le contexte global, ça n'encourageait pas les bonnes volontés à monter le syndicat. Au réfectoire, au vestiaire, des revendications fermentées. Mais comment les faire avancer? Comment relever la tête? Comment implanter notre syndicat? Un camarade de Moutier, muté à l'Ardoise pour apporter ses compétences de premier de coulée, je le nomme Auguste Giraud, qui était syndiqué de là où il venait, Gravier Marcel et deux autres camarades dont le nom m'échappe, sont décédés actuellement, décédés aujourd'hui, et moi-même avons décidé de mettre le syndicat CGT. C'est facile de décider, c'est plus facile à mettre en place. Comment faire dans pareil contexte? Appel à l'UD de l'époque, c'était Roca qui en était le secrétaire. Il assura plusieurs réunions clandestines, puis décision est prise d'annoncer par tract, ventilé à l'intérieur de l'usine, que la CGT était dans les murs. Nous étions dans les années 59-60. Certes, il y a un demi-siècle, mais par rapport à nous qui sommes ici, ça représente bien le départ. Première ventilation du tract au poste du matin et à la journée. WC, vestiaire, atelier, réfectoire, en catimini bien sûr, une centaine de papiers tout au plus. À 10 heures, le camarade Giraud, qui avait fait la nuit, est réveillé chez lui. Sommé de se rendre à l'usine, on lui annonce purement et simplement, sans en préciser la raison, son licenciement immédiat. Travailleur estimé de tous, ayant le soutien de l'ensemble de ses copains, de ses camarades de travail, pression est faite auprès du syndicat en place pour une grève de 8 heures. La première dans cette usine. Suivie par la majorité, elle n'aura pas de suite, car non véhiculée par les responsables en place. Ce camarade dut quitter la région. Il est impossible pour lui de trouver n'importe quel travail. Il se présentait, une heure après, il était, enfin on lui disait qu'on n'avait plus besoin de lui. Oui, cela s'est passé ainsi en 1959 à l'Ardoise. Malgré cette douche froide, dans les esprits, l'idée CGT avait pris corps. La CGT était dans les murs. Pour beaucoup de travailleurs, elle serait l'arme nécessaire pour l'accès au mieux-être, pour l'accès au respect. Avec l'agrandissement de l'usine, il fut fait appel à un plus grand nombre de travailleurs. Certains étaient syndiqués, des boîtes avaient fermé. Je crois que c'était à Ronnepoulin, que la verrerie avait fermé. Et d'un seul coup, il est arrivé, ils avaient besoin de beaucoup de main-d'œuvre, il est arrivé beaucoup de travailleurs qui, eux, ne comprenaient pas qu'à l'Ardoise, il n'y ait pas de syndicat. L'atmosphère n'était déjà plus la même. Début des années 60, après bien des réunions faites en dehors de l'usine, avec le maximum de discrétion, une liste de délégués, ô combien difficile à monter, fut déposée à la dernière minute. Résultat, plus de 50% dans le collège ouvrier. Implantation dans les fêtes, la CGT était dans l'usine. Cette naissance officialisée par les voix des travailleurs permit les premiers contacts avec les usines du groupe. On s'appelait alors usine Kuhlmann, parce qu'on a changé énormément de noms là, sans changer de trottoir, permettez-moi. Permis de prendre conscience combien la CGT était puissante dans le groupe. Permis de nous libérer. Les revendications arrivent.
Premièrement, l'application de la convention chimie fut une grande avancée. De chaque secteur, de chaque coin de l'usine, montaient les revendications. Parallèlement, le syndicat se renforçait en nombre d'adhérents, donc en puissance. Chaque lutte des adhérents nouveaux. Une idée portée, développée dans les esprits, il n'y a pas de petites revendications. Toutes véhiculées vers le syndicat, déposées sur le cahier de revendication, les délégués reçus à leur demande ou collectivement, une fois par mois, pas de réponse, lutte adaptée. La lutte adaptée à l'Ardoise, c'était la grève. C'est dans ce contexte que 1968 est arrivé. Beaucoup de revendications en suspens et l'explosion. 24 jours de lutte. Occupation de l'usine, après, je souligne, un vote ouvert à l'ensemble du personnel, ce qui n'était pas évident, car les employés, eux, avaient une autre pression sur la tête et ils étaient vraiment... se prononcer par vote, ils ont pu le faire. Si ça avait été de main levée, peut-être il y aurait eu moins de monde. Lutte unitaire, je le souligne, CGT, CFDT, CFTC. Seule la CGC ne participa pas. Un seul contremaître, Bonnefoy Maurice, militant dans nos rangs. La survie des outils mis en veille fut assurée 24 heures sur 24. La sécurité des biens par un service d'ordre. L'entraide fut prise en main par un comité pour venir en aide aux camarades les plus en difficulté. 24 jours de grève, 5 de plus que l'ensemble des usines du groupe. 24 jours de grève suivis du succès. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais quelques-unes, dont les plus importantes. La reconnaissance du syndicat à l'intérieur de l'usine. La protection des délégués syndicaux. La liberté de diffuser tracts et journaux à l'intérieur de l'usine. Un local syndical. Augmentation des salaires, bien sûr. Embauche des enfants du personnel prioritaire à partir de 18 ans. Embauche du personnel des entreprises extérieures. Extension du réseau de cars, etc. Ce qui était impensable avant mai 1968 ne devenait d'un seul coup en juin. L'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après 68. Et l'analyse est simple. Seule la lutte fait avancer. De 68 à 80, de très grandes luttes, au plus fort de sa croissance, et le chiffre vaut d'être écouté, sur 1700 et quelques salariés, plus de 700 étaient organisés à la CGT. 85 collecteurs, une toile d'araignée reliant l'ensemble des ateliers. Des luttes qui pouvaient durer des mois, car réfléchies et votées et prises en main par les travailleurs par un conseil de grève. De plus, ces luttes unitaires, la plupart du temps, pouvaient durer des mois, car programmées pour durer avec le minimum de perte de salaire. Généralement, le travailleur disait, moi je peux perdre 8 heures par mois parce que ma revendication, je l'ai au cœur, et en donnant ces 8 heures au comité qui après venait, il disait où on en était, ça pouvait, en mettant des quarts d'heure d'ici, des heures de là, sur des levées de poste et reprises de poste, de faire durer pendant des mois, et naturellement à gêner la production, et il n'y a que ça qui peut, à un moment donné, faire réfléchir les patrons. Généralement 8 heures par mois, ventilées avec méthode pour entraver au maximum la production, afin que la pression soit constante. Portée par les travailleurs, elle permettra, entre autres, les 100% du dimanche. Après 10 semaines de lutte, une des plus belles victoires, là les postés, ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils vont s'y reconnaître. Une des plus belles victoires, dans les années 74-75, la tournante en 5 équipes. L'Ardoise, première usine de France à l'appliquer. Passage aux 35h35 suivi de la bricole. Une grande bouffée d'oxygène. Avec le succès, le renforcement. Avec le renforcement, les victoires. Le CE devint une arme supplémentaire. Majoritaire à tout collège confondu, 1000 activités nouvelles apparaissent. Pour la première fois, des élus dans le collège employé. Pour la première fois, un élu dans le collège maîtrise, notre camarade Maurice Bonnefoy. Avec les années 80, les orientations des manières de la sidérurgie laissent apparaître le vrai danger. Sacrifier sur l'autel du profit l'Ardoise.
l'ardoise et la sidérurgie française. Des luttes syndicales sont d'un nouveau ordre. Défendre l'emploi devient prioritaire. Des discussions de plans dits sociaux font surface, alors que le statut du sidérurgiste était revendiqué, à savoir, entre autres, le départ à la retraite pour les travailleurs postés à 55 ans. Ce plan démolisseur est mis à jour. Il prévoit départ à 50 ans pour les postés et travaux pénibles, avec des indemnités de 90% du salaire brut, cela jusqu'à 55 ans. Ensuite, de 55 ans jusqu'à la retraite, à 70% du brut. Appliqué dès 1981, il sera étendu en 1982 à l'ensemble du personnel. D'un seul coup, l'usine se vide. De plus, les plus anciens naturellement, et avec eux les racines du syndicat, s'éclaircissent. Ce plan n'oppose qu'une faible résistance. Des secteurs entiers d'activité sont livrés à la sous-traitance. Cette liquidation progressive, programmée, n'empêche pas les luttes contre les mutations, pour les salaires, pour dénoncer cette casse. Quelques victoires parsèment ces 20 dernières années de lutte, avec la prime de site par exemple. Jusqu'à la fermeture en 1904, la CGT n'a pas été dupe. Avec clairvoyance, elle a dénoncé ce lamentable gâchis. Reconnaître aujourd'hui que le rapport des forces n'a plus été en notre faveur et que la lutte n'a pas tourné à notre avantage pour maintenir le bien précieux qu'est l'emploi est une vérité à méditer. Reconnaître qu'au travers de nos actions syndicales, nous avons, malgré la dureté des épreuves, su rester fidèles aux lignes directrices de la CGT, nous permet, en léguant nos archives, d'apporter notre contribution à l'enrichissement de la mémoire collective du mouvement social gardois. Par ce tracé rapide, pour un demi-siècle d'histoire, laisser apparaître combien il est absolument nécessaire pour mener à bien toute action, d'avoir une organisation regroupant de nombreux syndiqués. Parmi l'Assemblée, nombreux sont ceux qui vont pouvoir se situer dans ce parcours, qui bien sûr, certains vont remarquer qu'il y a quelques oublis, on ne pouvait pas tout dire. Pour notre syndicat, si les actions intramuros ont cessé, sa vie continue. Il vit encore le syndicat CGT Ugine à travers ses retraités, et je fais un appel à ceux qui ne le sont pas, qui peuvent venir nous rejoindre. Regroupés, où souvent, avec nostalgie, nous parlons de ce temps passé, mais aussi, avec réalisme, nous nous inscrivons dans le présent des luttes, à notre niveau et avec nos forces. De plus, en remettant très officiellement nos archives, nous avons le sentiment de léguer pour le futur un peu de cette force qui nous permet et qui nous permettra encore demain de crier bien fort « Vive la CGT !» Bravo. Et on remercie Pierron. Il y a ceux que je n'ai pas nommés, mais qui sont là, c'est notre secrétaire départemental à la CGT, Freddy Bauducot, à qui je passe la parole. C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion aussi que je participe à cette belle initiative avec la remise de vos archives à l'Institut d'Histoire Sociale CGT du Gard. La convention passée avec le Conseil Général du Gard et notre institut va permettre de mettre ces archives à la connaissance du grand public. Elles seront disponibles à la Maison départementale des archives dès que celle-ci ouvrira ses portes sur Nîmes. L'ouverture est prévue pour le printemps 2013. Notre patrimoine social sera donc accessible, notamment pour les étudiants, la jeunesse, auprès de laquelle ce travail de mémoire est décisif pour construire l'avenir. Ces documents constitueront d'éloquents et émouvants témoignages de la place du Gard rhodanien comme pôle industriel majeur. Comme le démontre cette exposition, ce militantisme, cette activité syndicale, ce savoir-faire aussi,
Il est important de les faire reconnaître et de les valoriser. Je tiens à mon tour à féliciter les camarades de l'Institut d'Histoire Sociale qui ont peaufiné avec passion cette remarquable exposition. C'est beaucoup de recherche, de travail, mais le résultat est au rendez-vous. Une exposition qui démontre ô combien le travail de terrain, comme on dit, au plus près des travailleurs, au plus près des syndiqués, a été une constance dans le syndicat CGT d'Ugine Acier qui marquait l'histoire sociale dans ce territoire. Travail de proximité, l'amour de son travail bien fait, la responsabilité vis-à-vis de l'outil de travail, le souci permanent de rassembler et d'une démocratie directe où les décisions, même les plus difficiles, ont toujours été prises par les salariés eux-mêmes. Ce travail, ce militantisme, ce sont des femmes et des hommes qui se sont beaucoup investis dans leur vie quotidienne. Ces actions rassembleuses, mobilisatrices, ont marqué un moment crucial de la vie nationale grâce à leur implication généreuse. À ce stade de mon propos, nous pouvons tous avoir une pensée profonde pour M. Bonnefoy Maurice, qui nous a quittés cet été. Au-delà de la tristesse, du manque, du vide que Maurice a laissé autour de lui, de ses proches, sa famille et de l'ensemble des camarades, permettez-moi de lui rendre un hommage ô combien mérité. Je ne serai pas long, car Maurice n'aimait pas parler de lui. C'est toujours avec beaucoup de modestie, d'humilité, qu'il utilisait le « nous » à la place du « je » quand il parlait de la CGT. Oui, il était très attaché à l'esprit du collectif et à l'intérêt général. Il a toujours fait preuve de sérieux, de responsabilité pour la défense de son outil de travail. Il a toujours privilégié le travail de proximité et mené la bataille idéologique face au capital. Mené la lutte pour le développement industriel qui structure la société, les services publics. Plus d'industrie, c'est plus de richesses créées, plus de lycées professionnels. C'est ouvrir des perspectives pour la jeunesse. Proximité et bataille idéologique, une anecdote. Je m'appuierai sur les propos de son petit-fils, Stéphane, qui lors d'une émission sur une radio nationale, émission autour d'Ugine, disait qu'il se souvenait du mur d'un transformateur électrique situé devant la maison de ses grands-parents et donc près de l'usine. Eh bien, Maurice était, pour ainsi dire, le gardien de ce mur, où seulement, je dis bien seulement, les affiches de la CGT ou de son parti politique, le Parti communiste français, y avaient leur place. C'était cela aussi, ce travail concret, de terrain, de conviction, que menait notre camarade. Le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, c'est de poursuivre ce juste et beau combat de la réindustrialisation, d'un monde meilleur, où l'être humain, l'intérêt général prime sur la finance. C'est ce que nous rappellerons avec détermination le 9 octobre prochain, lors de la journée européenne d'action pour le développement de l'industrie, de l'emploi et de son contenu social. Le 9 octobre, c'est une première, puisque la nouvelle Fédération européenne industrie, qui regroupe 190 organisations syndicales en Europe, dont la CGT, appelle à relever cet enjeu. Plusieurs manifestations auront lieu en Europe, 7 en France. Pour nous, ce sera à Marseille, où les salariés gardois manifesteront. Historique aussi l'appel des confédérations européennes, réunies au sein de la CES, qui appellent à mettre en œuvre un contrat social en Europe et s'opposent au traité actuel. C'est pourquoi la CGT fait signer une pétition, ici disponible, et s'adresse aux parlementaires français pour ne pas ratifier le traité européen en l'état. En effet, un tel traité contraint les États à appliquer les politiques d'austérité alors que les politiques économiques coordonnées sont nécessaires, permettant la relance économique et favorisant l'emploi. Nous devons aller vers une meilleure répartition des richesses. Les retraités dans l'unité sont appelés à se mobiliser le 11 octobre prochain pour leur pouvoir d'achat, l'accès aux soins pour tous,
et pour réclamer des mesures urgentes concernant la perte d'autonomie. Ce 11 octobre, hasard du calendrier, ce même jour, un forum jeune se tiendra à Montpellier. 30 jeunes CGT gardois participeront. Forum intitulé « Jeunes, prends ton avenir en main ». Et ils en ont besoin, quand 25% d'entre eux sont touchés par le chômage et la précarité. Mais l'espoir est là. Nous constatons que nombreux jeunes avec qui nous avons manifesté, on s'en souvient tous, et gagné contre le CPE en 2006, lycéens et étudiants à l'époque, aujourd'hui dans le monde du travail, certains nous rejoignent et adhèrent à la CGT. Nous comptons à ce jour près de 400 jeunes de 30 ans et moins à être adhérents CGT dans le Gard. L'intervention des salariés, des retraités, des jeunes, la lutte intergénérationnelle sera déterminante comme toujours. Ce savoir-faire si bien exposé ici, oui, il faut le valoriser. Eh bien, le projet du port de l'Ardoise participe quelque part à cette reconnaissance du savoir-faire des métiers techniques, métallurgistes, ancrés dans le Gard-Audanien. En effet, un projet dont la CGT est porteuse depuis de longues années va voir le jour. Dans les semaines qui arrivent, les annonces du comité régional et de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes vont se faire dans ce sens. Situé tel qu'il est, avec le canal du Rhône à 7, en accord avec les voies navigables de France, le port de l'Ardoise va connaître un développement industriel. En matière de transport, ce sont des péniches de 2500 tonnes qui amarreront sur le port. Des industries, notamment de la métallurgie, vont s'implanter dans la zone. Une entreprise de déconstruction de bateaux de plaisance est envisagée face aux besoins existants avec Port-Camargue, premier port d'Europe dans ce domaine. En matière de transport, avec l'association des usagers, nous restons mobilisés pour l'ouverture définitive de la ligne TER de la rive droite du Rhône. Autant de projets à concrétiser. Nous contribuerons à leur donner le meilleur contenu social et en matière d'emploi. Avant de terminer mon allocution, juste un mot sur les élections professionnelles des très petites entreprises de moins de 11 salariés qui se dérouleront du 28 novembre au 12 décembre prochain. Ces élections revêtent une très grande importance en termes d'influence syndicale pour faire avancer les conquêtes sociales. En effet, c'est la première fois que les salariés des très petites entreprises vont pouvoir s'exprimer sur des listes syndicales. Et ils représentent plus d'un tiers du salariat du privé. Chacun d'entre nous, autour de soi, dans sa famille, parmi ses amis, connaît un ou une salariée concernée par cette élection. Le jeune apprenti, la vendeuse de la boulangerie, la coiffeuse, l'assistante maternelle, les salariés de l'artisanat, des associations, des commerces, des restaurants, bref, vous l'avez compris. Nous comptons sur chacun d'entre vous pour les convaincre à voter pour gagner des droits nouveaux, les convaincre, bien entendu, à l'utilité du vote CGT. De ce résultat dépendra pour partie la représentativité de la CGT et de sa capacité à peser sur le débat social et sur les négociations nationales qui vont s'engager avec le gouvernement, le patronat et les organisations syndicales. Comme l'histoire le prouve, l'intervention des salariés, des demandeurs d'emploi, des retraités, des jeunes, en prenant toute leur place dans leur organisation syndicale, reste un enjeu majeur pour un meilleur rapport de force et pour gagner des avancées sociales. Merci de votre écoute et encore félicitations pour cette belle et grande initiative. Quelqu'un que je n'ai pas nommé tout à l'heure, mais qui est ici et qui a souvent et pratiquement toujours suivi notre entreprise, y compris au niveau de ses luttes et des revendications, c'est Bernard Deschamps, notre ancien député de cette circonscription, qui va nous dire quelques mots. Oui, évidemment, j'ai une pensée émue pour Maurice, qui nous a quittés récemment. Il y a longtemps que je ne vous avais pas vu
je viens plus si souvent à l'Ardoise, mais avec Maurice, on était resté, comme avec Pierrot Massot, en relation. Et en particulier, il avait adhéré à l'association que j'ai créée en 2005, une association d'amitié franco-algérienne pour développer les relations entre l'Algérie et la France. Maurice nous manque beaucoup. Et c'est bien que vous lui rendiez hommage, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Mis à part malheureusement ce manque cruel, en vous regardant, ça me rajeunit. Mais j'ai le sentiment qu'on a pas mal vieilli quand même, les uns et les autres, on est pas mal quand même. Hein. On se tient bien encore. Je ne vous trouve pas tellement changé, donc j'espère qu'il en est de même pour moi. Voilà, il y a longtemps que je n'étais pas venu vous voir et c'est pour moi vraiment un grand plaisir. Alors, je suis venu souvent à cette usine. Pas seulement à partir du moment où j'ai été élu député, mais bien avant, presque au début du syndicat, dans les années 65 à peu près. Et mon premier vrai contact avec l'usine, à laquelle vous serez très attaché, que vous aimerez malgré la dureté du travail, que vous baptiserez d'ailleurs la cathédrale des travailleurs. Cette usine, j'y suis venu en particulier pendant la grande grève de 1968. Et vous m'avez fait d'ailleurs le plaisir et l'honneur, dans la petite brochure très précieuse que vous avez éditée au fil du temps, de mettre une photo où je suis sur un chariot en train de prendre la parole précisément pendant cette grève de 68. J'ai été très impressionné par la façon dont vous avez mené cette grève. C'est pas évident dans une usine métallurgique, quand il faut maintenir les fours en veille, qu'ils ne se détériorent pas pour que vous puissiez ensuite reprendre le travail quand la grève est terminée. Ça demande à la fois un grand sens des responsabilités, ça demande des connaissances techniques que vous aviez. Et le petit livre auquel je faisais allusion au fil du temps retrace d'ailleurs dans le détail la minutie avec laquelle vous organisiez les tours de garde dans cette entreprise et comment vous organisiez la surveillance des fours et comment vous étiez attentif au moindre incident qui était réparé immédiatement. Je ne sais pas si la maîtrise le reste du temps a été aussi attentive au four que ce que vous l'avez été pendant la grève. Et effectivement, vous avez maintenu l'outil de travail. Ça a été pour moi une expérience d'une très grande richesse. Je ne suis pas issu de la classe ouvrière, je suis fils de petit artisan. Et à votre contact, parce que vous étiez un phare dans le département du Gard, à votre contact, j'ai appris ce qu'est la classe ouvrière, avec ses qualités de solidarité, sa connaissance, son amour du travail. Et j'ai continué à venir vous voir après 68 pour distribuer les tracts, parfois pour prendre la parole, et puis pour continuer à rencontrer les organisations syndicales. Et quand j'ai été élu, j'ai été candidat la première fois en 68, j'ai été battu en 68 parce que après l'enthousiasme de la victoire ouvrière de juin, ça a été le reflux. Les couches moyennes en particulier ont été effrayées par des partis de droite qui ont crié à la révolution en marche, etc. Ça a été le reflux et c'est la droite qui a été élue. Et je me rappelle à cette époque avoir fait campagne sur le thème en 68, les ouvriers ont raison et les augmentations de salaire qu'ils ont obtenues qui étaient considérables. Les augmentations de salaire qu'ils ont obtenues sont complètement justifiées et légitimes. Alors, certains me conseillaient d'être plus réservé, plus prudent, en me disant, dans une circonscription à majorité agricole, tu devrais mettre un peu la pédale douce, pas trop dire que les revendications salariales sont justifiées. Mais j'ai continué à tenir ce langage-là. Bien évidemment, je me suis ramassé, mais je crois que c'est resté ensuite dans les mémoires. Et quand j'ai été élu, on m'a élu précisément, je crois, pour cette raison de fidélité, de ma fidélité à la classe ouvrière. Et quand j'ai été élu donc en 78, j'ai continué à venir vous voir, à rencontrer les organisations syndicales, particulièrement la CGT. Mais j'avais également une bonne relation avec la CFTC. Le camarade Nury, je ne sais pas s'il est venu aujourd'hui. On l'avait invité. Ouais.
Voilà, et les interventions que je faisais à l'Assemblée nationale, c'est avec vous, avec vos organisations syndicales que je les préparais. Et je suis intervenu très souvent pour parler du gynacier, soit à la tribune, soit sous forme de questions écrites. Et en réfléchissant à cette rencontre d'aujourd'hui, j'ai recherché un petit peu mes documents et j'ai retrouvé entre autres, je vous le laisserai d'ailleurs dans les archives, une note que vous m'aviez, alors je ne sais pas de quelle date elle est, sans doute de 78 ou 79, une note que vous aviez rédigée, le syndicat CGT, en vue d'une rencontre, c'est écrit, pour la réunion avec Bernard Deschamps, député du Gard, une note que vous aviez rédigée pour la rencontre que nous devions avoir et qui a servi ensuite, je crois que c'est notre ami Brodin qui a servi ensuite à rédiger des questions écrites et des interventions. Et j'ai retrouvé quelques-unes de mes interventions. Je vous laisserai un petit mémoire pour vos archives, je ne vais pas vous infliger cela. Mais je crois que dans mes interventions à l'Assemblée nationale, j'ai touché à tous les aspects de l'entreprise. Les conditions de travail, les salaires, le lock-out dont vous avez été également victime à une période. Et à partir des années 80, comme tu le disais Pierrot, la question de l'emploi qui devenait primordiale. Je vais vous en lire deux petits passages et vous comprendrez pourquoi je vais vous les lire. Dans une de mes interventions, je disais « La casse de notre sidérurgie fine et la suppression de 450 emplois à Ugine-Acier-l'Ardoise, décidée par la Commission de Bruxelles avec l'accord de Giscard d'Estaing, vous voyez, c'était à cette époque-là, constitue un mauvais coup contre les travailleurs de France. La France a besoin des aciers plats inoxydables produits à l'Ardoise. Il s'agit de production de qualité, compétitive sur le marché mondial et indispensable au développement de l'industrie française, automobile, appareils électroménagers. Et les gens tiennent compte, écoutent et tiennent compte de ce que disent les organisations syndicales. Ce ne sont pas des organisations égoïstes, elles tiennent compte de l'intérêt national. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, en vous remerciant de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir. Merci à tous, merci à Jean Van Doot, le président de votre Institut d'Histoire Sociale, à qui donc je vais remettre cette fiche et puis un petit document avec un résumé des interventions que j'ai faites quand j'étais député. J'ai continué par la suite à avoir cette même ligne de conduite. Pour moi, le député, ça doit être la courroie de transmission. On dit parfois que les syndicats sont la courroie de transmission du parti politique. Pour moi, c'est l'inverse. C'est au contraire le député, communiste en l'occurrence, qui doit être la courroie de transmission des organisations syndicales et des travailleurs. C'est ce que je me suis efforcé de faire tout au long de mes 30 années de mandat, dans mes différents mandats électifs. Grâce à vous, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Merci de m'avoir invité. J'ai fait quelques mots pour finir, et puis je ne reviendrai plus. Moi, c'est que voilà, dans le cadre de ce qu'on a décidé, il va y avoir une dernière intervention de Jean Van Doot, qui est le président de l'association d'histoire sociale du Gard, CGT, bien sûr. Ensuite, il va y avoir un petit pot, je vous demande de participer si vous le souhaitez. Et ensuite, on va aller à Ugine, où l'association Hardinox a un musée qui est vraiment intéressant à voir. Moi, je l'ai déjà visité, j'ai déjà vu. Et je pense qu'il faut y aller, quoi. Et c'est prévu. Ils ont collaboré avec nous pour organiser cette journée. Et donc, c'est dans ce même cadre, en même temps, y compris d'un côté l'histoire sociale du monde des salariés ici, et du côté l'entreprise avec les hommes, bien sûr, mais aussi l'acier, la production. Et je crois que c'est un musée, un petit musée, je ne sais pas, il ne faut pas l'appeler musée, on m'a dit, mais bon, voilà. Voilà, il ne faut pas dire musée. Ceci étant, voilà. Donc, après le pot, on se dirige sur Ugine. Bien sûr, s'il y en a qui ne le souhaitent pas ou qui veulent partir pour des raisons, mais sinon, le but d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire on se dirige sur Ugine. Il y en a plein qui ont demandé de le voir parce qu'il n'a pas été vu par tout le monde. Ils ont fait des choses intéressantes et je crois que ça serait bien, y compris dans l'ensemble. Au moins, on a des deux côtés, ça fait un ensemble, on voit la vie des hommes et leur lutte, leurs acquis dans l'entreprise et tout, et la production, je crois que tout est lié. Voilà, donc je vais laisser la parole au dernier des intervenants, qui est le président de l'Institut d'Histoire Sociale CGT du Gard, Jean Van Doot. Oui, donc
avant de commencer, je tiens à remercier Bernard pour les documents qui vont venir enrichir nos archives, et notamment le travail qui a été fait en collaboration avec le syndicat et le politique. Donc, chers amis, chers camarades, nous sommes là aujourd'hui, certes, pour un moment convivial, mais au-delà, pour marquer une volonté forte, la volonté de transmettre. En effet, nos camarades de la section syndicale CGT des retraités du GIN ont conservé depuis des années les traces des luttes des travailleurs. Ces archives très riches et très intéressantes retracent la vie des ouvriers, leurs conditions de travail, les luttes acharnées, parfois très longues, pour améliorer les conditions de vie et de travail, pour améliorer les conditions salariales, pour développer les droits nouveaux dans l'entreprise. Dans le même temps, les camarades ont toujours et massivement compris que la lutte de classe ne se limite pas aux portes de l'entreprise. Des documents riches, il y en a partout, hein, on en a exposé là, il y en a dans les cartons là, il y en a plein à l'armoire, montrent l'engagement dans une lutte interprofessionnelle évidemment nécessaire et que seule notre CGT est en capacité d'exercer. Le syndicat du GIN a très souvent participé aux luttes collectives qui ont permis d'autres types de progrès sociaux, comme en 68, pendant les grands mouvements des mineurs Cévenol, sur l'école, la santé, les services publics en général. Toutes ces participations, non pas par solidarité, mais bien parce que ce sont des luttes pour le bien de tous. Par exemple, je prends deux exemples, la défense et l'amélioration de l'école publique, qui, aux yeux de tous, est vraiment un des fondements de notre société, ou de la santé. Ça y est, ils m'ont mélangé mes pages. Non, ça y est. Est l'affaire de tous, et pas seulement celle des enseignants ou des personnels de santé. L'usine a fermé en 2004. Malgré une lutte de grande ampleur contre cette fermeture, le capitalisme, qui place l'argent bien devant les hommes, a réussi la casse de la fabrication de l'acier inoxydable dans notre région, comme il l'a fait sur l'ensemble de la sidérurgie française. Depuis 2004, rien n'est figé. La lutte de classe continue plus que jamais. La classe ouvrière, la classe des travailleurs doit rester unie et vigilante. Regardons ce qui se passe aujourd'hui chez Peugeot, à Florange, et un peu partout ailleurs. La casse, toujours la casse, au détriment des hommes et des besoins des populations. Les archives que nous remettent aujourd'hui les camarades nous montrent bien qu'il est indispensable de revendiquer, y compris avec un gouvernement de gauche. À chaque fois, c'est par la lutte que les avancées se gagnent. L'histoire nous le montre, et les archives que nous fournissent nos camarades montreront aux militants de demain que nos affirmations d'aujourd'hui sont justes. Nos camarades en sont conscients, car si nous sommes là aujourd'hui, c'est que l'initiative en est venue de la section syndicale CGT des retraités du GIN. Soucieux de vouloir préserver les traces des luttes, qu'elles soient victorieuses, comme ce qui a été énoncé tout à l'heure, la 5e équipe, avec l'embauche de nombreux salariés, ou des échecs, comme la fermeture de l'usine, ces archives montrent la force que représente la classe ouvrière unie dans une seule organisation comme la CGT. Tous les documents remis aujourd'hui à l'Institut d'histoire sociale CGT de notre département vont prochainement rejoindre les archives de l'Union départementale CGT qui ont déjà été déposées aux archives départementales du Gard. En déposant le maximum de documents des syndicats, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui, les étudiants, les chercheurs, les historiens et les auteurs auront un autre regard sur les événements que celui du patronat, du gouvernement ou de la police. Ils auront le regard de ceux qui ont réellement vécu les événements et les luttes. Pour terminer, je tiens à attirer votre attention sur la qualité de l'exposition qui est à votre disposition aujourd'hui. Elle est le fruit d'un important travail collectif
entre la section syndicale de retraités du GIN et également d'un petit collectif de l'Institut d'Histoire Sociale CGT du Gard, et notamment d'un très très grand investissement pour la réalisation, notamment d'un camarade de l'IHS qui a pris la responsabilité de s'occuper des expositions et qui l'a assumé remarquablement. Il est parmi nous, il s'agit de Daniel Hervieux qui est là. Il est là, il est caché dans le coin parce qu'on parlait de la modestie des camarades, mais voilà, il est dans le petit coin, mais 80% du travail de composition c'est lui. Hein. Donc je tiens à ce qu'on le remercie aujourd'hui. Donc merci à toutes, merci à tous d'avoir répondu présent à cette journée, ainsi que d'avoir contribué à sa réussite. Et vive l'IHS et vive la CGT. Voilà, on va remettre les archives maintenant, peut-être je ferai officiellement, même voilà, hein. Je crois qu'on a rassemblé un petit peu les documents. Voilà, donner 2 ou 3 documents. Donc on remet officiellement les archives du syndicat GT du GIN à l'Institut d'Histoire Sociale. Voilà, voilà, c'est fait. C'est pourquoi je lui dis ça. Oui, oui, surtout en ce moment,